Un paquebot américain entre dans le port de la Havane. C'est le premier navire en provenance des États-Unis depuis plus de 50 ans. Presque au même moment, le président Obama arrive lui aussi à Cuba. And it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals, to build new ties between our two peoples, and for me to lay out my vision for a future that's brighter than our past. Barack Obama veut un nouveau départ avec Cuba, mais une partie de la population cubaine reste sceptique. L'impérialisme est notre ennemi. Et même si aujourd'hui il apparaît déguisé en mouton, il reste notre ennemi. Le bateau transporte des touristes américains. Mais pour les badauds, cette arrivée rappelle aussi des souvenirs qui datent de plus de 60 ans. À cette époque, Cuba est encerclé par des navires de guerre. Une attaque américaine semble imminente. Les États-Unis sont derrière toutes les actions menées contre Cuba. Les Cubains soupçonnent les services secrets américains d'avoir multiplié les opérations clandestines contre leur pays. Attentats à la bombe, utilisation d'armes bactériologiques. J'ai grandi sans mon père. J'ai appris à vivre en tant que membre de la grande famille des victimes du terrorisme d'État. À partir de 1961, de plus en plus de Cubains se décident à fuir leur pays. Mon frère a quitté Cuba sur l'un de ses vols. Avec mes parents, nous l'avons accompagné à l'aéroport. Il avait 7 ans et il faisait des efforts pour ne pas pleurer. Il avait les yeux brillants et essayait de retenir ses larmes. Plus de 14 000 enfants cubains quittent secrètement leur pays. L'opération Peter Pan traumatise durablement la société cubaine. Les Cubains n'ont jamais pu démontrer clairement une éventuelle implication américaine, mais aujourd'hui encore, cet épisode marque leur vision de l'histoire et leur relation avec les États-Unis. Jamais je n'aurais imaginé que mes parents pourraient laisser partir mon frère. Il était si fragile, si petit. Mes parents étaient des gens responsables, aimants. Et je n'ai pas compris. Plus tard, je me suis mise à faire des recherches sur l'opération Peter Pan, parce que je voulais comprendre les motivations de mes parents. L'enfance de Marina Ochoa se déroule dans le Cuba d'avant la Révolution. Ma famille faisait partie de la classe moyenne supérieure. Mon père était juge d'instruction à Holguín et il possédait plusieurs fermes. J'ai été une enfant très gâtée, comme toutes mes camarades de classe. La bourgeoisie d'Holguín était une bourgeoisie de propriétaires terriens. Elle était raciste, sexiste, blanche et très réactionnaire. Cuba a d'abord été une colonie espagnole. L'île n'avait pas d'or ni d'argent, mais elle est rapidement devenue un port de transbordement, où transitaient les navires espagnols venus de tout le continent américain avant de traverser l'océan Atlantique. Donc, Cuba a rapidement acquis une importance stratégique capitale. Et puis, au XIXe siècle, Cuba est devenu le premier producteur mondial de sucre. À partir de là, toute l'économie cubaine s'est concentrée sur cette production. Des navires de guerre américains dans le port de la Havane en 1940. Les États-Unis se posent en libérateurs de Cuba face à la domination espagnole. Ils s'établissent militairement sur l'île où ils comptent bien développer leur influence économique.
La bourgeoisie d'Holguín avait adopté le mode de vie à l'américaine. Moi-même, je fréquentais une école américaine. Dans mon milieu social, il n'y avait pas le moindre sentiment anti-américain. Les entreprises américaines implantées à Cuba jouent un rôle important dans les relations entre les deux pays. Elles imposent le prix du bois, du sucre et du tabac. Pendant plus de 2 décennies, Fulgencio Batista est à la tête de la plus importante force politique cubaine. À ses débuts, il incarne l'espoir des classes populaires. Fort du soutien des Américains, il impose pourtant à son pays une dictature impitoyable, marquée par la corruption, les persécutions et le népotisme. Il s'enrichit à millions. Carmen Valdivia vit en exil à Miami depuis plusieurs années. Elle est née à l'époque de Batista. Elle raconte une enfance insouciante dont elle conserve les souvenirs dans ses caisses. Une fois par an, ma famille organisait un bal. On nous confectionnait des costumes spécialement pour cette fête. Même nos chaussures rouges étaient faites sur mesure pour l'occasion. Ici, c'est ma sœur et moi. Ce cousin vit maintenant à Porto Rico. Là, c'est toute ma famille, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Je ne les ai jamais revus. À cette époque, l'île compte parmi les pays les plus développés d'Amérique latine. Pourtant, les ouvriers et leurs familles vivent dans la précarité. Ils n'ont que peu d'instruction et des revenus insuffisants. Au début des années 50, le peuple se soulève contre Batista. La révolution est menée par un homme issu d'une famille de migrants espagnols, Fidel Castro, ennemi déclaré des riches. Il lève une armée de volontaires qui se prépare à renverser le pouvoir. Fidel Castro, un leader charismatique, incarne les espoirs d'une grande part de la population, notamment dans les campagnes. La révolution cubaine a mis fin à la collaboration très étroite entre l'oligarchie des propriétaires terriens et les multinationales américaines. Cette oligarchie était très largement favorable à une annexion de Cuba par les États-Unis, et ce depuis le XIXe siècle. En 1959, le dictateur Batista est renversé. Fidel Castro prend le pouvoir. Dans un premier temps, sa victoire suscite l'enthousiasme de toute la population. Mais la plupart des Cubains n'imaginent pas les changements profonds que Fidel Castro compte mettre en œuvre. Fidel Castro voulait libérer Cuba de la domination des États-Unis et refonder l'ordre social de son pays. Les adversaires du nouveau régime sont jugés par les tribunaux révolutionnaires, une parodie de justice qui exproprie les propriétaires terriens et envoie de nombreux opposants en prison. La joie a été de courte durée. Les procès expéditifs et les exécutions ont commencé dès le mois de février. Mon père est devenu fou quand il a vu les procès à la télévision. Selon lui, c'était un retour au jeu du cirque. Il était farouchement opposé à Batista et ses hommes de main. Mais pour lui, ces accusés étaient des êtres humains. On ne pouvait pas les juger et les envoyer au peloton d'exécution comme ça. En plus, les exécutions étaient diffusées à la télé. Nous étions habitués aux programmes télé américains et tout à coup, à la place de Rintintin, on voyait des exécutions. L'épuration est implacable et elle impacte toute la société cubaine. Un fort sentiment anti-américain émerge. Ceux qui faisaient des affaires avec les États-Unis avant la Révolution craignent à présent pour leur avenir. En 1959-60, il y a eu une scission dans la coalition révolutionnaire. C'est à ce moment-là que Castro a décidé que le socialisme et une alliance avec l'Union soviétique étaient la seule voie possible pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés pour Cuba. Castro promet une répartition équitable des richesses. Il veut améliorer le niveau de vie et l'éducation. Le socialisme doit changer la vie de tous les Cubains. Un idéal que tous les combattants de la Révolution ne partagent pas.
À un moment, nous avons décidé de lutter contre ce régime. Nos amis tombés pour la révolution n'étaient pas morts pour une révolution communiste. Au lendemain de la Révolution, la propriété privée et foncière est nationalisée. Les entreprises américaines sont contraintes de vendre leurs possessions à Cuba. Les enfants sont élevés dans l'esprit d'un nationalisme nouveau. Les États-Unis avaient de gros intérêts économiques à Cuba. Pour eux, la révolution a entraîné d'importantes pertes financières. Mais cette révolution était nécessaire. Il fallait lutter contre la faim et contre l'analphabétisme. 20 000 personnes ont donné leur vie pour cela. Par définition, la révolution ne pouvait être qu'anti-américaine. Quand au bout de quelques mois les Américains ont compris cela, ils ont voulu se débarrasser de Fidel et de son régime. C'est devenu un objectif politique officiel pour les États-Unis. Et les grandes lignes de la lutte contre la révolution ont été tracées par la CIA et le département d'État. C'est à ce moment que l'embargo contre Cuba a été décidé. Pour Cuba, l'embargo aura de graves conséquences. Les accords commerciaux sont rompus, les raffineries américaines ferment. L'objectif est d'affamer le pays pour mobiliser la population cubaine contre Castro. Mais le soulèvement attendu ne se produit pas. Les États-Unis projettent alors d'envahir l'île avec l'aide des Cubains en exil pour renverser le gouvernement. L'opération militaire entre dans les livres d'histoire sous le nom de débarquement de la baie des Cochons. Durant l'opération, nous faisions partie de l'avant-garde qui devait se mettre en rapport avec la résistance interne. Notre rôle était d'envoyer des informations aux États-Unis et de collaborer avec les opposants sur place. Tout le monde connaît l'issue malheureuse de l'opération et ses raisons. Les hommes de la brigade se sont battus très courageusement. Mais ils se sont retrouvés à court de munitions, car ils n'avaient que celles avec lesquelles ils avaient débarqué. Ils se sont battus comme des lions pendant 3 jours. L'invasion est un échec. L'assaut mené depuis la mer ne laisse aucune possibilité de repli. Les troupes d'invasion, livrées à elles-mêmes, subissent une lourde défaite. Après l'échec de l'opération, la CIA a poursuivi ses attaques paramilitaires et les actions de sabotage pour nuire à l'économie de Cuba. Il était clair que la seule façon de renverser le pouvoir en place par la force consistait à envahir militairement l'île. Et le président Kennedy ne le souhaitait pas. Cuba s'allie à l'Union soviétique qui stationne des missiles nucléaires sur l'île. Les négociations entre soviétiques et américains permettent d'éviter une troisième guerre mondiale. Lors d'une conférence de presse en 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy annonce le retrait des missiles soviétiques. La CIA prend contact avec des Cubains opposés à l'instauration du socialisme dans leur pays. Les Américains avaient décidé dès 1960 de combattre Fidel Castro, notamment par le biais d'actions clandestines. C'est le début d'une opération de grande envergure. Au départ, l'opération Peter Pan visait à faire sortir de Cuba les enfants des opposants au régime. Il s'agissait des personnes qui avaient soutenu la révolution, mais qui estimaient à présent qu'il fallait une autre révolution, à cause du manque de démocratie et de la répression. Ces personnes voulaient lutter sans avoir à s'inquiéter pour leurs enfants. Les enfants des opposants de Castro sont emmenés à Miami, notamment avec le soutien du gouvernement américain. Plus tard, l'opinion cubaine estimera pourtant que l'évacuation des enfants cubains a exclusivement servi à des fins de propagande et que l'objectif réel de l'opération Peter Pan consistait à discréditer le régime de Cuba. Les révolutionnaires ont fermé les écoles pendant 8 mois en vue de leur restructuration, toutes les écoles du pays, qu'elles soient publiques ou privées. Ils ont réécrit et réimprimé les livres d'histoire. Et à la réouverture des écoles, ils enseignaient l'idéologie marxiste-léniniste.
L'idéal de l'homme socialiste est transmis dans les écoles. La promesse de Castro se réalise, l'éducation est accessible à tous. Compañeros visitantes, el Círculo Provincial de Pioneros. Comrade visitors, the Camagüey Pioneer Camp Camilo Cienfuegos welcomes you most cordially. We wish that you have a pleasant time among us. Pioneers for communism, we will be like Che. La répression à Cuba était de plus en plus dure et les parents commençaient à avoir peur. Uniéndole el cierre cerrojo en su soporte. La classe moyenne cubaine a tout perdu avec la révolution. Pour elle, le processus révolutionnaire a entraîné des pertes économiques importantes, ce qui est normal. Mais elle a également dû renoncer à son train de vie. Et elle a perdu une grande partie de son pouvoir de décision sur ses enfants. Dans le même temps, le gouvernement américain menait une guerre sans merci contre les autorités cubaines, notamment par le biais de la propagande. Le but était de provoquer un mécontentement à l'égard du régime. Une de ces stratégies consistait à dire aux parents cubains que le gouvernement de Castro projetait de les priver de leur autorité parentale. Cette rumeur est notamment relayée par Radio Swan, une radio de propagande installée par la CIA dans le sud des États-Unis, non loin des côtes cubaines. Elle répand de fausses informations sur les conséquences du communisme pour Cuba, dans le but d'angoisser les parents quant à l'avenir de leurs enfants. La propagation de ces rumeurs, qui avait pour but de convaincre des parents d'envoyer leurs enfants aux États-Unis, ce qu'on a appelé plus tard Opération Peter Pan, est une politique délibérée de Washington. Mise en place par la CIA, dans le cadre d'un plan d'action secrète mené contre Cuba, elle visait à déstabiliser le gouvernement de Castro. L'opération Peter Pan semble avoir été motivée par des préoccupations humanitaires, mais aussi anticommunistes. Un faux texte de loi est diffusé auprès de l'opinion. À la demande de la CIA, Amparo Fernandez a rédigé un faux décret attribué au gouvernement cubain, qui a été distribué dans tout le pays. Des agents et des prêtres catholiques auraient distribué le faux document dans les villes. Le texte stipule que dès que la loi sera en vigueur, l'éducation des enfants de moins de 20 ans sera du ressort de l'État cubain. Les parents cubains étaient terrorisés à l'idée que ce soit vrai. Le document avait vraiment l'air officiel. Il semblait effectivement provenir de Fidel Castro, sauf qu'il n'était pas signé. C'est ce qui les a convaincus d'envoyer leurs enfants hors du pays, sans avoir la moindre idée de ce qui les attendait aux États-Unis. Volontairement ou non, de nombreux parents se séparent de leurs enfants. Comme d'autres, Carmen Valdivia est emmenée à l'aéroport par ses parents. Un seul parent avait le droit de nous accompagner à l'aéroport et mon père a décidé que ce serait ma mère. Quand je suis sortie de la maison, mon père était sur le trottoir. Un taxi nous attendait, ma mère, mes sœurs et moi. On lui a dit au revoir. Ça a été la chose la plus dure de ma vie, dire au revoir à mon père dans la rue. Puis, on a marché vers l'avion et un milicien arrêtait les voyageurs au hasard pour saisir une poupée ou examiner l'ourlet d'une robe. Après cette inspection, on est monté dans l'avion. Ils ont voulu me prendre ma poupée, mais j'ai été très ferme et j'ai pu la garder. Au moment de la vague d'exil, Marina Ochoa est écolière.
L'un de mes souvenirs les plus marquants est que du jour au lendemain, certains de mes camarades de classe ne venaient plus à l'école. Personne ne comprenait. On se demandait où sont passés Arturo, Manuel ou José. La disparition de ces enfants a créé une atmosphère de peur. D'autant qu'il y avait une rumeur selon laquelle le gouvernement cubain enlevait et séquestrait les enfants pour les envoyer en Russie. Une rumeur affirme que les soviétiques projettent d'enrôler des enfants dans leur armée et de les envoyer aux quatre coins du monde. À ce sujet, l'historien Leo Grande émet une hypothèse que les instances américaines refusent de commenter. La CIA a collaboré avec l'Église catholique de Cuba et des États-Unis, non seulement pour propager cette rumeur, mais aussi pour faciliter le transfert des enfants vers les États-Unis. L'Église catholique de Cuba avait des liens très étroits avec l'Espagne. Elle n'avait pas une très bonne image auprès de la population, parce que durant les guerres d'indépendance, l'Église avait toujours pris position pour l'Espagne. Elle était considérée comme antinationaliste. L'autre raison de son peu d'influence par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, c'est qu'une grande partie des Cubains sont des descendants d'esclaves. Au moment où les révolutionnaires ont pris le pouvoir, de nombreuses écoles privées étaient tenues par des religieuses ou par des prêtres. C'est là qu'étaient scolarisés les enfants des gens riches. Dans les écoles religieuses, il n'y avait ni noirs ni métis. Au lendemain de la Révolution, la composition des classes dans les écoles évolue au profit des enfants de familles défavorisées. Il faut se rappeler que nous sommes au plus fort de la guerre froide. Le gouvernement américain n'est pas seul à vouloir combattre le communisme. La peur du communisme est très présente dans les années 50. Et l'Église catholique elle-même se sent menacée. Dès les années 30, elle met en garde contre les dangers du communisme. Pour certains responsables catholiques, le communisme est l'incarnation du mal. Castro a réussi à briser le pouvoir et l'influence de l'Église en expulsant tous les membres du clergé qui n'étaient pas d'origine cubaine, soit la majorité d'entre eux, puisqu'ils étaient pour la plupart espagnols. Castro a fermé les églises catholiques et a créé un État officiellement athée. À Cuba, la situation est de plus en plus tendue. Les relations officielles avec les États-Unis sont rompues. L'ambassade américaine ferme ses portes en 1961. Il n'est désormais plus possible d'obtenir des visas pour les enfants. L'Église catholique propose alors son aide. Nous avons appris qu'à la demande des parents, les églises procuraient des visas aux enfants. Et que dès que les visas étaient établis, les enfants pouvaient être envoyés aux États-Unis. Le gouvernement américain charge l'Église catholique d'établir des chèques en blanc pour permettre aux enfants de quitter le pays. Les parents ont confiance en l'Église. Marina Ochoa doit elle aussi partir pour les États-Unis, mais elle refuse d'être séparée de sa famille. Son jeune frère, en revanche, sera victime de la peur de ses parents. Jamais je n'aurais imaginé que mes parents pourraient laisser partir mon frère. Il était si fragile, si petit. Son départ m'a beaucoup affectée, même si sur le moment, je ne me suis pas rendu compte de tout ce que représentait cette décision. Mais je savais qu'il partait seul et qu'il était tout petit. Tout comme moi, il n'avait jamais pris l'avion. C'est la seule fois où je me suis dit que mon devoir de sœur était de partir moi aussi, pour veiller sur lui. Il faisait de gros efforts pour ne pas pleurer, et je m'en rendais compte. Ça a été un moment terrible.
La plupart des enfants sont partis avec l'aide de l'Église catholique. Ils ont d'abord été parqués dans des camps à Miami. Mais comme ils étaient de plus en plus nombreux, ils ont été placés dans des orphelinats partout dans le pays. 6 000 d'entre nous se sont retrouvés chez des amis ou dans la famille. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai atterri chez une cousine de ma mère qui venait de s'installer aux États-Unis. C'est là que mes parents m'ont retrouvée. Mon frère a écrit plusieurs lettres à ma mère. Toute la page était couverte des 2 mêmes mots. Maman vient, sur toute la page. Avec ça, tout est dit. Il était évident qu'il souffrait. C'était déchirant. Imaginez la détresse de cet enfant qui écrit cette lettre pour réclamer sa mère. Clamando por su mamá. Des centaines de parents se sont retrouvés dans la même situation que les miens. Ils n'ont jamais revu leurs enfants. Avec la dévaluation du peso, la monnaie cubaine, ils n'avaient plus les moyens de voyager. J'ai attendu mes parents pendant 3 ans. Je suis arrivée en août 62 et la crise des missiles s'est produite en octobre de la même année. Nous étions à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Mes parents se trouvaient à Cuba et ma sœur et moi, on était ici. On voyait des missiles pointés vers Cuba et mes parents voyaient des missiles pointés vers nous. On a vraiment cru qu'on ne se reverrait jamais. 14 000 enfants quittent leur pays. À leur arrivée, rares sont ceux qui parviennent à reprendre contact rapidement avec leurs parents. La moitié des enfants n'ont pas retrouvé leurs parents. À ce moment-là, les États-Unis refusaient aux Cubains l'entrée sur leur territoire. Et cela a duré 3 ans. Et pendant ces 3 années, Cuba a également interdit le retour des enfants. À Miami, un prêtre catholique s'adresse aux enfants cubains. Son discours a été repris dans un film de propagande américain. Under the sheltering skies of the United States, far from the land where you were born, there is a new society, a new world waiting ahead of you, a homeland that you have to build. And that new homeland, that new world, can only be built with new men. And that is what Cuba is waiting for from all of you. Il a été proposé au gouvernement américain de débloquer de l'argent pour permettre aux parents cubains de se rendre aux États-Unis pour revoir leurs enfants. Le gouvernement américain a refusé cette proposition. À Cuba, l'opération Peter Pan est aujourd'hui perçue comme une action de propagande du gouvernement américain. Une interprétation qui occulte les motivations humanitaires de l'opération. Nous n'avons jamais revu mon frère. Mes parents sont morts en 1994, sans doute aussi de chagrin. À la fin des années 60, les camps de réfugiés sont fermés. La trace de certains enfants se perd. De nombreuses questions restent sans réponse. Certains documents susceptibles de nous éclairer sur d'éventuelles responsabilités américaines ne sont toujours pas accessibles. Après l'opération Peter Pan, les relations entre Cuba et les États-Unis restent tendues.
Les opposants au régime cubain lancent de nouvelles actions contre Fidel Castro. L'acte terroriste le plus abject contre Cuba est l'attentat à la bombe contre un avion de ligne cubain en octobre 1976. C'était le premier acte de terrorisme aérien sur le continent américain. Et cela reste l'attentat aérien le plus grave après celui du 11 septembre. Mais personne ne le sait. Mon père était un homme exceptionnel. Il nous faisait faire beaucoup de choses. Il n'y avait pas un samedi ou un dimanche où nous ne faisions pas quelque chose en famille. Il nous emmenait au parc d'attractions ou au parc Lénine. Mon père était pilote de ligne. Il travaillait pour la compagnie aérienne Cubana. À cette époque, elle comptait très peu de pilotes. Notre pays subissait de nombreuses attaques. Dans les années 70, des événements très graves se sont produits, comme l'attentat de 1976. J'avais 10 ans et mon père a été victime d'attentats à 2 ou 3 reprises, mais il en est sorti indemne. Le 6 octobre 1976, le père d'Anna, Vilfredo Pérez, lance un appel de détresse. Pour ne pas mettre en danger la vie des habitants de l'île, le pilote Vilfredo Pérez décide de rester au-dessus de l'eau jusqu'au moment du crash. Les victimes sont majoritairement des Cubains. La recherche des terroristes commence aussitôt. L'attentat sera revendiqué par 2 organisations qui opèrent depuis les États-Unis. L'attentat contre le vol de la Cubana Airlines a fait 73 victimes et il a été perpétré par 2 exilés cubains. Ils avaient été formés aux explosifs par la CIA pour les attaques paramilitaires des années 60. La CIA avait cessé de soutenir ce genre d'action au milieu des années 70. Mais les personnes que la CIA avait entraînées ne se sont pas arrêtées pour autant. Peu avant l'attentat, une organisation de Cubains exilés a été créée en Amérique centrale. Son but est de combattre le gouvernement cubain par des actions violentes. Qui étaient les terroristes? Il y avait notamment Orlando Bosch Avila qui dirigeait un groupe contre-révolutionnaire très connu installé aux États-Unis, et Luis Posada Carriles qui était membre des services secrets vénézuéliens. Les services secrets américains étaient-ils encore en contact avec leurs anciens agents? Aucun responsable n'a souhaité répondre à cette question. Pourquoi la confrontation entre 2 modèles politiques différents doit-elle aboutir à une guerre? Une guerre réelle. Avec des bombes, des invasions, de la propagande, des actes de sabotage, des attentats, comme celui perpétré contre cet avion. À bord, il y avait une équipe de jeunes qui venaient de remporter un tournoi d'escrime. Les Américains savaient que cet attentat aurait lieu. Dans le meilleur des cas, on peut dire qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Mais je crois que ça va au-delà. Pour moi, les terroristes et les services de renseignement américains étaient en étroite relation. Luis Posada, qui a reconnu être l'auteur de plusieurs attentats contre Cuba, entre aux États-Unis en 2005. Ni Orlando Bosch, ni Luis Posada Carriles n'ont été jugés pour l'attentat. D'ailleurs, Luis Posada Carriles vit toujours à Miami. Il n'a jamais été arrêté, condamné ou même inquiété à ce sujet. L'Institut d'études cubaines et cubano-américaines de Miami
nous fournit une explication quant aux motivations des terroristes. Nous avons perdu des amis durant l'opération de la baie des Cochons. Nous voulions tous le changement. Nous voulions que notre patrie devienne une démocratie. C'est ce qui a motivé les membres de notre brigade durant toute notre vie. Nous avions une responsabilité envers nos morts. Il fallait libérer Cuba du communisme et nous ne comptions pas arrêter le combat avant de voir Cuba libre. En 2011, dans un journal américain, plusieurs proches des victimes cubaines publient une lettre ouverte où ils se demandent pourquoi les États-Unis n'arrêtent pas le terroriste Luis Posada Carriles. La seule manière de donner plus d'écho à notre cause a consisté, avec l'aide internationale, à informer le peuple américain qu'un terroriste vivait chez eux. Il n'y a jamais eu autant de monde sur la place de la Révolution qu'après cet attentat. C'était impressionnant. Quand je suis arrivé sur la place, il y avait probablement plus d'1 million de personnes. Pour moi, c'est un moment qui traduit la souffrance infligée aux Cubains pendant toutes ces années par le terrorisme organisé depuis Miami. La CIA était-elle informée de ce projet d'attentat? Là encore, nos questions sont restées sans réponse. Je ne récupérerai jamais la dépouille de mon père. Il a disparu au fond de la mer. Il ne me reste que son souvenir. D'autres enfants souffrent, comme moi. C'est une grande douleur que je n'oublierai jamais. À la fin des années 70, l'ambassade américaine de la Havane est toujours fermée et l'embargo reste en vigueur. La population cubaine soupçonne les États-Unis de préparer secrètement d'autres actions contre le pays. Dans les années 70, durant la présidence de Nixon, il semblerait que les États-Unis aient été impliqués dans la pulvérisation d'agents bactériologiques qui détruisaient les récoltes, dans le but de nuire à l'économie cubaine. Des champs de tabac auraient ainsi été contaminés par des champignons pour affaiblir l'économie du pays. Une accusation qui n'est à ce jour étayée par aucune preuve et à laquelle le gouvernement américain n'a jamais réagi. Mais Ana Caminero perd un être cher. Voilà une photo. C'est elle, avec sa sœur et une cousine. Ici, on fête son anniversaire. Elle est morte quelques jours plus tard. Elle s'était réveillée avec de la fièvre. C'était le 8 juillet 1981. Le 10 juillet, ma petite fille était morte. Là, c'est l'infirmière qui soignait les enfants. C'était des enfants très jeunes qui tombaient malades. 101 d'entre eux sont morts. Ces photos ont été prises par un médecin cubain. La maladie tourne à l'épidémie. Des centaines de milliers de personnes sont touchées par un mystérieux virus. Il a fallu ouvrir des hôpitaux de fortune parce qu'il n'y avait plus assez de place. Des écoles ont été fermées pour y recevoir les patients. Il a fallu installer des moustiquaires. Les médecins découvrent qu'il s'agit d'une épidémie de dengue de type 2. Le virus est transmis par les moustiques. La dengue hémorragique touche principalement les enfants. Les médecins qui soignaient les enfants en pleuraient. Ils se tapaient la tête contre les murs de voir mourir tous ces enfants. Une société qui utilise ce genre d'armes contre un peuple porte en elle quelque chose de pourri et de très sordide.
Les Cubains ne parviennent pas à prouver que les États-Unis sont à l'origine de l'épidémie. La CIA refuse de commenter ces hypothèses. Mais ces soupçons entachent aujourd'hui encore les relations cubano-américaines. Depuis la guerre du Vietnam, on sait que l'armée américaine utilisait des avions pour disséminer des agents de guerre biologiques. C'est la seule explication possible au fait que des populations qui vivent à deux endroits du monde aussi distants l'un de l'autre aient pu être contaminées par des moustiques vecteurs du virus de la dengue de type 2. D'après une étude commanditée par le commandement militaire américain, l'armée américaine travaillait dès les années 50 sur l'utilisation d'insectes en tant que porteurs de virus. Une opération appelée Big Buzz et menée en Géorgie a testé l'efficacité de moustiques largués depuis un avion. Une expérience qui renforce les soupçons des Cubains. Nous n'avions jamais eu de cas de dengue de type 2 auparavant. À l'époque, tous les touristes et les visiteurs venant de pays touchés par la dengue de type 2 ont été examinés. Aucun n'était porteur du virus. Aucun pays des Caraïbes n'avait signalé de cas de dengue de type 2. Seul Cuba était touché. Avec autant de cas, sur une période aussi courte et sur une zone aussi localisée, il est presque impossible que ce soit d'origine naturelle. Pour Keith Bolender, le virus de la dengue n'a pu apparaître simultanément à 3 endroits différents que s'il a été introduit artificiellement. Pour d'autres experts, et notamment ceux de l'OMS, cette hypothèse relève de la spéculation. On nous a empêchés d'acheter les insecticides et les produits dont nous aurions eu besoin pour venir à bout de la maladie. L'épidémie a duré jusqu'en octobre 1981, parce que nous n'avons pas été en mesure de la combattre efficacement. Après avoir enterré ma fille, je me suis rendue à l'hôpital pour chercher mon autre fille. Je ne l'ai plus jamais quittée. À certains moments, la douleur que je ressentais dans mon cœur était si forte, si violente, que j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Il n'est plus possible aujourd'hui de déterminer dans quelle mesure les États-Unis ont empêché l'achat de pesticides. Cuba, au lendemain de l'an 2000. L'alliance avec la Russie n'existe plus. Le blocus américain est toujours en vigueur, même si, selon l'ONU, il est illégal. Depuis des années, l'Assemblée générale des Nations unies vote à une large majorité pour la fin de l'embargo. Sans succès à ce jour. Les États-Unis ont lancé de nouvelles opérations secrètes destinées à encourager l'opposition au gouvernement cubain. Ce n'étaient pas des opérations militaires, mais des actions politiques, comme les appelle la CIA. Ces actions étaient menées par l'Agence des États-Unis pour le développement international et consistaient à fournir de l'aide aux opposants au régime castriste pour encourager l'opposition dans la population de manière générale. Su mecanismo absurdo, corrupto y manipulado, y policías que en vez de odio me dan pena, pues son tan come mierdas que no ven que son víctimas del sistema. Yo tengo un lema. Viva Cuba libre. Le 11 avril 2011, un musicien cubain rencontre des responsables d'une organisation gouvernementale américaine à Miami. Le but est d'inciter les jeunes de la Havane à s'intéresser aux États-Unis. Ils ont approché plusieurs musiciens de hip-hop cubains très talentueux. Comme c'est souvent le cas dans le milieu, c'étaient des artistes très politisés et authentiques. Mais les agents de cette organisation gouvernementale se sont présentés comme des producteurs de musique et non pas comme des agents gouvernementaux. Agents of the US government. Un pueblo que no traiciono y un lápiz de alto calibre, un compromiso progresista que hace que me caguen todas esas putas que se venden y se hacen llamar artistas. Rápido te cago.
Et à mon avis, ils ne leur ont jamais dit qui ils étaient réellement. Le but était de faire jouer ces musiciens hors de Cuba, pour donner plus d'écho à leur message, pour qu'ils se politisent encore plus et génèrent un mouvement de contestation susceptible de contrarier le gouvernement de Cuba. C'est le journaliste Desmond Butler qui a révélé les actions de l'organisation gouvernementale américaine USAID. Mais les manœuvres des soi-disant producteurs de musique n'ont pas suscité de contre-révolution. Le pouvoir est toujours en place. Je ne serais pas étonné d'apprendre d'autres histoires de ce genre. Après la tentative d'influence par le hip-hop, pourquoi pas la création d'un réseau social secret? Ce serait dans la tradition des relations américano-cubaines. Little Havana est un quartier du centre de Miami. De nombreuses actions contre Cuba ont été organisées ici. Au-delà du folklore cubain, le quartier compte toujours un noyau dur d'anticastristes. Dans les médias, cette communauté milite pour la fermeté vis-à-vis de Cuba et pour le maintien de l'embargo commercial. Notamment en raison des violations des droits de l'homme dont le gouvernement cubain serait responsable. Il y a ici des personnes âgées qui sont contre Castro, contre Obama et contre toute forme d'ouverture. Mais il y a aussi des jeunes qui trouvent qu'il est temps que ça change. Les caisses de Carmen Valdivia datent de sa dernière exposition à Miami sur l'opération Peter Pan. Un sujet qui n'a jamais cessé de la hanter. Je ne suis jamais retournée à Cuba. Je ne veux plus jamais revoir un milicien de ma vie. Et tant qu'il y aura des miliciens à l'aéroport de la Havane, je n'irai pas là-bas. À Chicago, l'universitaire Maria de Los Angeles Torres a saisi la justice pour obtenir la publication de plusieurs dossiers de la CIA sur l'opération Peter Pan. Elle a été déboutée. La CIA refuse de reconnaître l'existence de l'opération Peter Pan. Je suppose qu'un grand nombre de personnes impliquées qui ont collaboré avec la CIA sont encore en vie. La CIA protège les noms de ses agents, y compris ceux qui vivent à Cuba. Le président Obama a déclaré qu'il était absurde de la part des États-Unis de continuer à vouloir déstabiliser le pouvoir cubain. Car aujourd'hui, nous connaissons le coût des États en déliquescence. Obama faisait référence à cette forme d'arrogance dont nous avons fait preuve tout au long de l'histoire. Aller dans un pays pour le façonner à notre image, cela aboutit à créer des États en déliquescence. Malheureusement, il y a des groupes d'enfants Peter Pan à Miami qui, aujourd'hui encore, en veulent à leurs parents pour ce qui leur est arrivé. Ils vivent dans la rancœur. Pour ma part, j'ai compris que ces parents étaient tout autant victimes que leurs enfants. Ils ont tous été victimes d'une manipulation terrifiante, très complexe, et qui a très bien fonctionné. Le paquebot américain est sur le point de jeter l'ancre. Dans le port de la Havane, les discussions vont bon train.
Un homme porte un drapeau américain. Je suis pour l'unification entre les États-Unis et Cuba. C'est le désir du peuple cubain. Je peux parler au nom du peuple car j'en fais partie. Le gouvernement cubain et le peuple cubain, ce n'est pas la même chose. Au cri de « Vive Cuba libre » et sous les applaudissements de la foule, le sympathisant pro-américain est emmené par la police. Il sera relâché peu de temps après. L'avenir de Cuba est désormais aux mains d'une nouvelle génération.